Très bien. Mais écoutez, encore une fois, merci pour votre présence. Je, je pense que nous avons un très joli sujet à traiter, à savoir celui des financements des projets. Euh, Aujourd'hui, le constat est fait en Afrique et de longue date d'ailleurs. Financer un projet en Afrique, euh, bon, ça se fait, ça se fait. La preuve, c'est que beaucoup y arrivent déjà. Et pour autant, il y a des difficultés. Il y a des difficultés qui sont rencontrées dans les deux sens. Il y a des difficultés qui sont rencontrées euh, par les institutions de financement, que ce soit les bailleurs de fonds, les banques, les fonds d'investissement. Donc, très concrètement, pour trouver, identifier, bancabiliser un projet, et puis pour le financier, et puis derrière transformer ça en actif et qui tourne. Ça, ça présente un certain nombre de difficultés. C'est là-dessus que j'aimerais vous entendre. C'est-à-dire quels sont vos problèmes en tant que financier, euh, quels sont les problèmes qui vous sont propres, que vous rencontrez sur le terrain. Ça, c'est une première chose. J'aimerais aussi qu'on discute des problèmes que rencontrent des projets à parce qu'il faut regarder des deux côtés de la lorgnette. Euh, qui eux cherchent des financements et ma foi, tous n'arrivent pas à décrocher le financement. Pourquoi? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Comment y remédier? Quelles solutions pouvons-nous prévoir? Qu'est-ce qui manque aussi bien à un côté ou à l'autre de point de vue? Qu'est-ce qui manque pour que ça fonctionne? C'est vraiment notre sujet d'aujourd'hui et en tout cas, je vous remercie tous d'être présents et d'avoir répondu présent pour traiter de cette question-là qui me paraît concrète, assez simple, mais concrète et importante pour l'avenir. Donc là, autour de cette table, nous avons donc Monsieur Jalal Chebchoub, qui est le Chief Investment Officer au niveau de la Banque africaine de développement, euh, qui, euh, qui nous fera le plaisir de s'exprimer, de partager un petit peu son expérience et ses points de vue par rapport à ces questions-là. Monsieur Monsef Soudani, qui est le coordonnateur régional MENA et Europe de la Banque islamique de développement, très grosse institution, et encore une fois que je remercie infiniment pour être présente avec nous. Monsieur Emmanuel Beau, qui a créé un outil financier, un fonds d'investissement, à Nairobi, et qui est très actif, qui s'appelle EAV Africa, EAV pour Energy Access Ventures, et qui a de superbes expériences en matière de financement privé. Puis Roberto Vigotti, qui est secrétaire général de la Fondation Restore Africa, qui a un passé, je dirais, qui parle à lui tout seul de Roberto, et qui va nous parler un petit peu de partager avec nous son point de vue sur comment dérisquer, comment réduire les risques associés aux différents projets. Et, bon, moi je suis très impatient d'écouter Roberto à ce sujet-là. Donc je donne la parole à Monsieur Jalal Chebchoub pour entamer et commencer cette session. Merci infiniment, Monsieur Baoudi. Je suis parfaitement d'accord avec vous que la question des financements d'efficacité énergétique reste en effet le point faible de la mise en œuvre des politiques de maîtrise de l'énergie et de la lutte contre le changement climatique d'une façon générale. Les causes de ces difficultés ont été longuement analysées. Elles proviennent en particulier de la dispersion parfois des projets et du fait qu'ils ne constituent pas de façon générale la première préoccupation de ceux qui pourraient les porter. À rentabilité équivalente ou supérieure, il est par ailleurs beaucoup plus difficile de trouver, plus difficile de trouver des facilités de financement dédiés pour des investissements d'efficacité énergétique que pour des projets d'investissement de projets d'énergie. Mais ces défis s'accentuent encore plus pour certains secteurs cibles où la situation changeante de ces secteurs dépend souvent des facteurs extérieurs, comme par exemple le secteur hôtelier qui vit aujourd'hui ces problématiques, l'agriculture ou même des secteurs encore moins sensibles comme le textile, ajoutant encore à des situations imprévues comme celle du Covid-19 qui aussi crée des problèmes additionnels.
Mais en général, le financement public est considéré comme le motif principal pour initier le marché d'efficacité énergétique et développer et mettre en place des programmes. La majorité des pays qui ont développé des politiques d'efficacité énergétique ou encore ont eu recours à des systèmes d'incitation financière sous différentes formes, soit en appui direct aux consommateurs pour soutenir les investissements, soit en appui de producteurs d'équipements pour une transformation de marché un peu plus en profondeur. Mais la méthode la plus simple et la plus répandue a été la subvention directe aux investissements par des fonds publics à partir du budget d'État. La subvention pourrait être accordée en proportion d'un montant de l'investissement avec ou en fonction de la quantité d'énergie économisée avec bien sûr des plafonds de subvention. Cette subvention permet d'avoir une réduction des coûts d'investissement, donc de rendre les projets pas mal plus attrayants et que ce soit pour des projets d'efficacité énergétique ou des projets d'énergie renouvelable. Cependant, ce genre de soutien sous forme de subvention est bien adapté pour des démarches pilotes, si je veux dire, ou des projets à caractère démonstratif. Mais ils ne sont pas pour accompagner la généralisation des bonnes pratiques ou d'avoir des projets ou des programmes à long terme. Ce mode de financement atteint rapidement ses limites et principalement deux limites, celle des ressources budgétaires allouées à cette activité, qui sont parfois très limitées, et aussi celle des capacités de financement complémentaires de l'autre côté des utilisateurs, comme les PME, le secteur résidentiel, industriel, les secteurs aussi du gouvernement, les institutions gouvernementales comme les ministères, les collectivités locales, qui de plus en plus s'inscrivent dans la maîtrise du coût de l'énergie, mais aussi dans un esprit de développement durable et protection de l'environnement sous l'éloge de Smart City ou développement vert. Donc, tout le monde est considéré dans ces projets-là. Intervention publique. Est-ce que vous m'entendez? Enfin, je vous en prie, monsieur Cheval, continuez. Dans l'intervention publique, donc l'intervention publique est réellement indispensable pour favoriser l'émergence des filières ou d'un tissu d'acteurs professionnels. Et cet esprit a été conservé dans un certain nombre de pays, même les plus développés jusqu'à aujourd'hui, à travers la création des fonds extra-budgétaires alimentés par une taxe de consommation d'énergie. C'est l'une des solutions qui permet d'assurer la pérennité de cette incitation ou subvention ou levier pour les projets d'efficacité énergétique, mais aussi assurer une ressource extra-budgétaire et stable pour assurer la continuité de support à travers ces fonds-là. Alors, si on regarde de près le pourquoi et le comment de ces fonds spécifiques, pour un pays qui met en place ou lance des programmes de maîtrise d'énergie, il est réellement indispensable de mettre en place ces structures, ce qu'on appelle des structures d'animation ou d'intervention pérennes. Mais également des plans, ce qui est nécessaire aussi, des plans d'intervention et spécifiquement les moyens de support financier, notamment à long terme. D'où l'intérêt et l'avantage de préconiser cette taxe-là dédiée en complément d'un apport budgétaire qui est souvent en compétition malheureusement avec les autres priorités du gouvernement et souvent malheureusement disparaît assez rapidement. Donc il est important de souligner que la mobilisation d'une ressource extra-budgétaire via la taxe sur la consommation d'énergie en outre l'avantage d'assurer une meilleure stabilité des ressources et par conséquent une meilleure visibilité pour les acteurs qui mettent en place ces programmes-là. Ce fonds-là peut être utilisé non seulement sous forme de subventions directes, mais également comme des leviers à autres importants mécanismes de financement, comme par exemple les lignes de crédit bonifiées, les avances remboursables, des prêts participatifs, etc. C'est par exemple le cas de plusieurs pays africains qui ont constitué des fonds spécifiques, des fonds alimentés par un prélèvement sur la facture d'électricité des consommateurs et consacrés à des soutiens pour le soutien des investissements d'économie d'électricité, comme par exemple la Tunisie qui fait un prélèvement pour le fonds des transitions énergétiques, ou la même chose que ce soit par exemple pour le Cameroun ou le Côte d'Ivoire et le Bénin pour des redevances d'électrification rurale qui se fait presque pour tous les pays africains.
Donc, à côté de ces fonds spécifiques, on a aussi les mécanismes de financement adaptés. On entend par ces mécanismes-là de financement adapté les mécanismes intégrant une combinaison de plusieurs types de mesures de manière cohérente et qui répond aux spécificités du secteur cible. En complément de la subvention dont j'ai parlé publique, ces mécanismes se basent souvent sur des crédits flexibles dont la durée est suffisamment longue pour être adaptée à la capacité de paiement des utilisateurs, dont souvent ces mécanismes-là sont dédiés au secteur résidentiel. Donc, souvent sous forme de crédit concessionnel avec un taux et une durée compétitif par rapport aux conditions, bien sûr, du marché commercial. Cette ligne de crédit pourra être combinée aussi avec les autres options de support, comme par exemple les subventions de l'État, ce qui permettra d'offrir des conditions plus attrayantes et permet une meilleure accessibilité aux utilisateurs finaux. Donc ici, il y a deux options pour ces lignes de crédit concessionnées. Il y a le souverain ou le non souverain. Bien que le souverain englobe plus de flexibilité et d'avantages, cependant la mise en œuvre par des banques privées a enregistré également des belles réussites. Sans doute, il y a toujours des contraintes pour ce type de financement. Il y a les coûts de transaction élevés pour la gestion du crédit par les banques, mais l'accessibilité aussi, si je peux dire, des utilisateurs à ces crédits qui est un peu assez bas, surtout pour la plupart des pays africains où le secteur banquier n'est pas trop développé à cause de c'est pas tous les ménages, par exemple, ou les utilisateurs qui ont des banques bancaires. Mais également aussi les contraintes aussi pour les institutions financières, qui est le risque des impayés, qui peut être assez élevé dans le cas où il n'y a pas de mécanisme de soutien, comme par exemple des garanties de non-paiement, etc. Donc, il faut bien réduire ces risques-là, que ce soit du côté consommateur, que ce soit du côté investisseur ou financier, pour assurer un certain équilibre entre le niveau de risque et l'attractivité pour les consommateurs à adhérer à ce programme adapté. Et ici, je parle spécifiquement de financement sur facture énergétique, spécialement sur la facture électrique, où plusieurs programmes à travers l'Afrique ont été réalisés avec des résultats assez satisfaisants, notamment dans le secteur résidentiel. Donc, je prends l'exemple ici des programmes d'éclairage qui ont été faits pour l'éclairage efficace, que ce soit, ça fait quelques années pour le CFL ou aujourd'hui pour les LED. Ça a été fait en Sénégal et Madagascar, c'est juste pour nous donner quelques exemples. Il y a les chauffe-eau solaires qui a été fait en Tunisie, également le photovoltaïque résidentiel. Actuellement, il y a des programmes qui sont en développement au Sénégal et au Rwanda pour les réfrigérateurs efficaces et qui peuvent s'étendre également sur d'autres équipements efficaces comme les climatiseurs qui est en train d'être développé maintenant au Rwanda et tous les autres électroménagers. Donc, c'est une des options qui donne une très bonne option pour mettre les programmes et réduire un peu disons, toutes les sortes de risques. Bien sûr, ce mode de financement sur facture énergétique pourra s'étendre également aux programmes similaires pour des secteurs commerciaux, voire même industriels. Donc, ce financement sur facture énergétique apporte une certaine garantie de paiement pour la collecte de ces mensualités-là, mais aussi apporte un moyen d'assurer une qualité accrue avec des équipements plus performants énergétiquement. Et c'est ça le but toujours de ces programmes-là, d'aller chercher le plus efficace avec des conditions, bien sûr, plus attrayantes. Donc, ce mode de financement présente plusieurs avantages. Donc, dont vous connaissez c'est d'avoir des paiements échelonnés sur une période assez longue, d'avoir aussi peut-être structuré pour les tiers investisseurs. Donc, l'investissement peut être fait par le gouvernement, comme peut être par l'utilité, comme peut être aussi par des banques locaux ou internationaux. Donc, il y a beaucoup de façons de mettre en place ce financement-là sur facture énergétique. Aussi, peut-être structuré de répondre aux besoins des différents marchés. Donc, c'est pas en fonction des demandes, en fonction des besoins, ça peut être designé de façon à répondre le plus à ces besoins-là. Cependant, ce qui est important, surtout pour le côté investisseur, ça permet d'avoir ou d'assurer une certaine sécurité de paiement, puisque tout le paiement, ça va être fait avec la facture énergétique. Donc, sans rentrer trop dans les détails, une des points que je voulais mentionner surtout pour ce type de financement sur facture énergétique, c'est que ça permet également d'atténuer les problématiques qui sont reliées
résistance, si je veux dire, d'adoption de nouvelles technologies, surtout dans les marchés où on a déjà un problème de qualité des équipements proposés. Par exemple, comme ça a été fait pour le CFL ou pour le LED, même également aujourd'hui pour les réfrigérateurs, on trouve sur le marché des parallèles des produits à moindre qualité qui utilisent par exemple l'efficacité ou la performance énergétique, mais malheureusement, ça crée, comme j'ai dit tout à l'heure, une distorsion dans le marché et les utilisateurs finaux, ils ont une certaine résistance. Donc, le fait d'impliquer les utilités, d'impliquer le gouvernement apporte une assurance pour la qualité des produits que le consommateur s'engage à acheter en plus d'une garantie réelle offerte pour le produit. Alors, à mon avis, le financement sur la facture énergétique est l'une des options la plus attrayantes pour la mise en place des programmes d'efficacité énergétique en Afrique et surtout qui répond aux besoins de plusieurs pays. De l'autre côté, quand on regarde les stratégies d'efficacité énergétique de certains pays africains, presque tous mentionnent ou font référence à des entreprises de services éco-énergétiques ou les ESCO en anglais, comme un mécanisme de financement innovant pour les projets d'efficacité énergétique ou l'une des meilleures options également pour impliquer le secteur privé à investir dans les projets d'efficacité énergétique. Ce concept-là, des ESCO ou des contrats de performance énergétique, a vu le jour depuis des décennies aux Amériques. Mais malgré cette première initiative qui a été faite en 1999 en Tunisie pour la première ESCO en Afrique, aujourd'hui, le marché des ESCO reste toujours assez timide malgré ces initiatives qui ont été faites en Afrique du Sud, en Tunisie et même aussi au Maroc, qui ont commencé à mettre en place, si je veux dire, les piliers nécessaires pour le développement de ce type de marché. Bien qu'encore dans la phase d'initiation en Afrique, ce modèle de financement innovant est assez prometteur. En se basant surtout sur les expériences similaires ou les résultats des projets de CPRESCO qui ont été implémentés dans le monde. Bien sûr, en plus des barrières de développement des projets d'efficacité énergétique, dont on a mentionné quelques-uns, les ESCO font face encore plus à des difficultés supplémentaires, ce qui est lié au premier lieu à la sensibilisation, ou plutôt à la méconnaissance des contrats de performance, qui engendre plein de questions concernant la valeur ajoutée de l'ESCO, l'innovation technologique apportée, le coût des transactions, aussi la question de confiance envers ces nouveaux contrats basés sur la performance. C'est un nouveau concept dont les résultats sont évalués à partir d'un plan de mesure et d'application qui est parfois semble un peu complexe pour le client, pour les déchiffrer, si je peux le qualifier comme ça. Donc, toutes ces barrières sont en amont de la composante financière et doivent être résolues en première ligne avant même de parler de mécanismes de financement. Cependant, afin de développer le marché des ESCO en Afrique, il y a un besoin toujours d'un facilitateur pour permettre en place un environnement propice pour un marché d'efficacité énergétique durable. Et ici, je fais référence à l'expertise nécessaire pour l'identification du marché et des besoins, à avoir une assistance technique pour supporter les firmes ou entreprises qui veulent se transformer en ESCO, à avoir également une institution qui organise le marché, des contrats de performance, etc. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure l'importance de l'implication du gouvernement dans la création du marché de l'efficacité énergétique, mais son rôle ne s'arrête pas à mettre en place des mécanismes de support, que ce soit financier ou légal, mais il est important qu'elle donne l'exemple, surtout quand on sait que les gouvernements ont de nombreuses installations et qui comptent par milliers et dont la performance énergétique, malheureusement, est loin d'être exemplaire. Donc, je parle ici des bâtiments publics, des bureaux, des écoles, des universités, des hôpitaux, etc., voire même des installations de l'éclairage public, des stations de pompage, des stations d'épuration d'eau usée, et ainsi de suite. Donc, entre le besoin d'un facilitateur pour le développement et la mise en place d'un marché d'efficacité énergétique, et spécifiquement le marché des ESCO, et le besoin d'implication du gouvernement, en donnant l'exemple, le modèle de Super ESCO se présente comme, si je peux dire, la super solution pour les pays africains.
Donc, plusieurs super ESCO ont été développés autour du monde. Je prends le cas, par exemple, le FEMP, le Federal Energy Management Program, qui a été débuté en 1975 et qui est opérationnel jusqu'à aujourd'hui avec des réalisations de réduction de la facture énergétique qui peut aller jusqu'à 50%. Il y a aussi le Federal Building Initiative in Canada, de Canada, c'est FBI. Il y a plus récemment Tihad ESCO aux Émirats, et il y a le FEDESCO en Belgique, ISL en Inde, Croatie, Arménie et ainsi de suite. Mais il y a aussi pas mal d'autres formes qui sont similaires en Chine et aux Philippines. Donc, c'est pas un nouveau concept, c'est un concept qui a fait ses preuves et dont, à mon avis, il est temps de la mettre ici en Afrique, vu que ça coïncide un petit peu ou ça répond à presque à la plupart des problématiques rencontrées, à part le financement, parce que la Super ESCO aussi, elle peut apporter la partie financement. Donc, la Banque africaine mise sur le développement des ESCO en Afrique, et spécifiquement sur le développement de la Super ESCO ou des Super ESCO, et on est fiers de prendre le devant pour apporter le soutien aux pays africains pour la mise en place de telles structures. Donc, au Maroc, on salue le gouvernement et également pour la décision de convertir la société d'investissement énergétique en Super ESCO, maintenant connue sur le nom de Société d'ingénierie énergétique, et dont on a lancé le processus pour lui apporter une assistance technique à travers le Sustainable Energy Fund for Africa, pour supporter la mise en place pour une période autour de 24 mois. Donc, on est pas mal confiant que la SIE contribuera sans aucun doute à la transformation du marché d'efficacité énergétique au Maroc et surtout la transformation pour avoir un secteur gouvernemental plus performant. Merci beaucoup, Monsieur Chefchuk, pour cette intervention très très riche qui nous démontre bien la pertinence et combien la Banque africaine de développement est sur le terrain. Elle connaît bien les contraintes et les réalités. J'aime bien la notion de recherche d'équilibre entre le niveau de risque des projets en Afrique et puis l'attractivité nécessaire requise pour les investisseurs. C'est vraiment quelque chose qui est à instruire. On parlera tout à l'heure, je vous interpellerai tout à l'heure sur le financement privé. Je pense que c'est important de trouver ou d'apporter peut-être des gens en place, mais je suis pas tout à fait informé en tout cas de comment utiliser les financements institutionnels en levier sous réserve que cette attractivité pour les financements privés soit en place, que le financement institutionnel doit servir de levier ou doit pouvoir servir de levier pour que justement le financement privé puisse se déployer très largement et très massivement en Afrique. Ça, c'est vraiment important. J'apprécie aussi particulièrement, et en effet, la position de la Banque africaine de développement par rapport au Super ESCO et par rapport à l'efficacité énergétique. Nous, on est très heureux d'avoir le concours de la Banque africaine de développement qui va contribuer, qui va nous aider à définitivement opérationnaliser la SIE au Maroc. Et sachez que d'ores et déjà, le modèle que nous développons est un modèle qui est fait pas que pour le Maroc, que nous sommes, en tout cas, nous sommes et nous serons prêts à répliquer et à partager, surtout, j'aime bien le mot partager avec les autres pays africains, notre expérience, nos modèles, nos outils. Enfin bref, tout ce qui leur permettra et les aidera à s'opérationnaliser à leur tour, et je l'espère plus vite que nous. C'est véritablement ça. Alors nous avons avec nous une autre institution tout aussi importante, qui a des niveaux d'intervention tout aussi importants, à savoir la Banque islamique de développement. Je remercie Monsieur Monsef Soudani d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors, I don't know how you prefer to speak, Mr. Soudani, in French, in English. Feel free to speak in the language you prefer. For us, there is no matter for us. It's not a problem for any one of us. The floor is yours, and thanks for your contribution. Merci beaucoup. En fait, je parlerai en anglais, mais après je répondrai aux questions en français. Thank you very much.
Actually, as you are aware, I represent the Islamic Development Bank, which is the only multilateral development bank whose membership is drawn completely from the developing country. All our 57 member countries are from the south. The unique membership structure was the main driver of the bank to develop South-South approach from its inception. Throughout our history, the bank has been strengthening the cooperation and knowledge between its member countries. Of course, when we are investing in project, we are facing some difficulty, and we can quote among this difficulty the quality of entry of project, the lack of bankability of project, the lack of commitment and ownership from some stakeholder, including the PMU and the executing agency of some proposed project. The problem of sustainability in most of our member countries, and particularly in Africa, and the weak capacity to absorb the implementation and monitoring of big projects in some countries in Africa. This is from actually the perspective of the bank. From the country's perspective, throughout this, our discussion with our member country, we can note that there is a scarcity of concessional financing. There is a difficulty in project preparation and the lack of capacity in most of the executing agency in the sector, in renewable energy, in the energy in general. And also there are a problem to ensure project sustainability beyond the bank intervention. So this is the problem from the bank side, the problem from the country side. Having said that, actually in the bank, we do believe that it's important in all our member countries to have actually a programmatic approach in the intervention based actually in a member country partnership strategy where we can adopt a kind of value chain approach to enhance connectivity and the regional integration. In addition to that, at the operational level, through our long-standing experience in South-South and Triangle cooperation, which led to us to evaluate our approach and conceptualize better ways of conducting business. This approach led us to formulate the reverse linkage mechanism. This mechanism is an enhanced technical cooperation approach which enable the Islamic Development Bank whereby member countries exchange their knowledge, expertise, technology, and resource to develop their capacity and develop solutions for their development. So result and impact lies at the heart of the reverse linkage. For example, one of the key sectors that we believe it's very important is the renewable energy in Africa. We know that more than 600 million in Africa still lack access to electricity. This deficit causes the continent a lot of points in terms of growth each year. So the lack of project bankability, the weak capacity to work and the absence of good feasibility study, the problem of sustainability, all these aspects leads us to think about an innovative solution actually for the sectors. So whereby we are using the reverse, we are maintaining the reverse linkage across the South-South cooperation approach of the bank to develop a kind of a reverse linkage intervention. This approach allows us to enhance the commitment and ownership in project development throughout the involvement of the provider of expertise and the recipient of expertise to link both countries in Africa through a peer-to-peer approach. This is also allows us to capitalize on the capacitation of the stakeholder in the target country.
For example, the bank mainstreamed the South-South reverse linkage modality to develop 2 flagship renewable energy program for the benefit of Africa. Since we are in Morocco, I will quote actually both programs with a provider of expertise from Morocco. For the first one, we developed with the National Electricity Company, ONI, in Morocco, a kind of funding facility for capacity development and preparation of project under the reverse linkage modality to leverage the Moroccan expertise in renewable energy for rural area. In this perspective, ONI is supporting various countries in Africa in developing off-grid programs and operation, and in implementing them while customizing the solution based on the Moroccan expertise and the reality of the field in this country. We started with Mali, Chad, and also Gambia. So we have this pilot operation in those countries. Also, within this approach of renewable energy of the off-grid, when we encourage the private sector actually to monitor and develop actually the network, while the bank as an institution is helping the main actually operator to invest in the country, in the ecosystem for the renewable energy. This will allow us a kind of ensuring a kind of capacitation for the national agency in charge of rural electrification, while ensuring that a kind of sustainability where the private sector will actually ensure the monitoring and of the network. At the level of the utility scale actually intervention, we developed with a provider of expertise from Morocco, which is Mazen, a kind of another flagship partnership to finance and operationalize strategic renewable energy project for the benefit of African country. Together, the bank and ISDB aim to select the most appropriate technology and adequate financing mechanism for the optimal development of utility-scale renewable energy intervention in Africa, as well as to transfer, to ensure the transfer of expertise and know-how from Morocco to other member countries. So this initiative will include, and among others, the development of utility-scale renewable energy intervention through PPP. It will support also African member countries in undertaking the due diligence for enhancing utility-scale renewable energy intervention. It will prepare the framework for development of utility-scale renewable energy project, and also will, in order to ensure the sustainability beyond the bank intervention, will ensure sharing the expertise and know-how of Mazen with local renewable energy stakeholder in the selected country in Africa. This initiative will be actually launched soon in the 22nd of December. It will be launched virtually. So what we believe actually in the bank, that whenever it's possible, we don't have to reinvent the wheel. We have to capitalize on the expertise available in some countries like Morocco, like Tunisia, like Senegal, and so on, in order actually to support other countries in order to develop their business in the renewable energy. Of course, while doing this kind of twinning, we have to capitalize on the expertise of the provider institution in the provider country, but we have also to capitalize
on the homegrown expertise of the recipient country, because we do believe that most of the knowledge exists in the country, but they have to actually we have to help them in order to structure this knowledge, in order to develop customized solution for their development. And this support that we can bring it from other country while adapting it to the local context is for us a strategic win-win for the regional integration in our member countries. So we do believe that with this kind of flagship intervention, we can enhance actually programs, renewable energy in our member country in Africa, and also we can trigger discussion between different operators that they don't know each other, and this is a kind of facilitation which go beyond financing of project. It will help to create a kind of ecosystem in the African country and in our member country in general, actually in order to exchange knowledge and to develop actually to ensure to develop actually customized solution in a sustainable manner, because we do believe that most of the intervention that not most, but part of the intervention in Africa to ensure success need to have more sustainability and more capacitation, and by providing this new way to do business, we can ensure that there is an enhancement capacity in the operators and the ecosystem in Africa, in order to have better sustainability and better success in our member countries. Thank you. Parfait, merci beaucoup. Là aussi, il y a beaucoup d'initiatives d'ores et déjà engagées par la Banque islamique de développement. Très clair. Je suis parfaitement informé des initiatives engagées avec avec l'ONE, que ce soit au Tchad, que ce soit en Guinée, etc. C'est une véritable transposition. J'aime bien l'approche que vous entamez, à savoir essayer de vous appuyer sur les expériences réussies et de travailler sur des expériences, sur la transposabilité de ces expériences dans d'autres pays à travers des mécanismes et des modèles de financement adaptés. Je trouve que c'est une très bonne approche aussi, et en tout cas merci pour ce témoignage qui génère d'ores et déjà des questions. Je vais vous les relayer actuellement de manière à animer un débat, je l'espère, juste après les différentes interventions. Je donne la parole à Emmanuel Beau. Emmanuel Beau est le CEO de EAV Africa, qui est un fonds d'investissement à Nairobi. Je crois qu'Emmanuel a prévu une présentation pour nous. Je l'en remercie d'avance. Donc là, Emmanuel, nous avons une séance qui peut s'arrêter à 18 heures. Donc je pense qu'il faut, pour laisser la place à la discussion, 15-20 minutes d'intervention. Pareil pour Roberto après. Et puis après, on rentrera dans le débat et dans la discussion, en espérant avoir répondu à ta question. Et c'est à toi, Emmanuel. Peut-être le micro à débloquer. Emmanuel, peut-être qu'il faut débloquer le micro. Est-ce que vous m'entendez correctement? Je t'entends très correctement. Vous m'entendez correctement?
Vous m'entendez? On t'entend bien, Emmanuel. Tu peux y aller. Merci à vous. Et de mon côté, il fait un peu sombre déjà, mais j'espère que euh, l'audience dans la salle est encore pleine d'attention. Donc, je vais essayer d'aller très rapidement sur ce que fait EAV. Energy Access Ventures, c'est un fonds de 75 millions d'euros qui a été créé à l'initiative de Schneider, initialement en 2015. Le fonds est incorporé en France, mais l'équipe est basée à Nairobi. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir les slides correctement aussi. Je l'espère. Mais donc, Vas-y. donc, nous avons comme partenaire Schneider Electric, comme je le mentionnais, mais aussi plusieurs banques publiques d'aide au développement. Et nous travaillons avec les différentes entreprises de notre portefeuille, déjà avec la Banque islamique de développement, indirectement notamment au Tchad via des opérateurs locaux, ou encore la Banque africaine de développement via le fonds FEI, qui soutient plusieurs de nos entreprises du portefeuille. Donc notre focus, c'est davantage en fait ce qu'on appelait autrefois l'off-grid ou l'accès à l'énergie et l'électrification rurale, mais en réalité, sur la dernière décennie, on a vu émerger davantage ce qu'on appelle un monde d'infrastructures intelligentes où l'électricité devient en fait un capacitateur pour un certain nombre d'usages, que ce soit pour le froid, pour l'irrigation, pour la connectivité, pour l'éclairage, etc. Donc, en parlant des freins aujourd'hui de ce développement de l'accès aux énergies renouvelables, juste pour la petite histoire, même j'ai commencé en fait en 2009 via un stage au Sénégal près de Tivaouane, où justement l'ONE a remporté juste après les premières concessions d'électrification rurale. Ce qui était intéressant, c'était de voir que justement le Maroc, dans les 10 années qui avaient précédé, avait vraiment déjà établi un standard, on va dire, en termes de possibilités d'accélérer l'électrification rurale par des petites solutions solaires décentralisées, par une approche publique-privée très cohérente. Ce qui s'est passé depuis les années 2010, on va dire jusqu'à aujourd'hui, c'est davantage le développement de nouvelles technologies qui nous permettent en fait, si possible, d'accélérer cet accès à l'énergie en Afrique subsaharienne et de dépasser les freins qui étaient précédemment rencontrés et qui le sont toujours dans un certain nombre de projets de type IPP ou de génération centralisée. Donc, un des principaux ingrédients qu'on a pu utiliser grâce à cette révolution technologique, c'est un nouveau paradigme où la connectivité, donc la possibilité de gérer à distance, malgré des grosses contraintes logistiques et opérationnelles, des actifs, en les rendant de plus en plus intelligents, la possibilité de collecter des millions de micro-paiements quotidiens avec notamment les réseaux télécoms, et enfin, bien sûr, l'émergence des solutions du type solaire, donc décentralisées avec une capacité de stockage, ont vraiment permis de dépasser les freins qui étaient typiquement rencontrés dans une approche plus top-down de gros projets centralisés où il y avait effectivement des cycles de financement de projets très longs qui ne permettaient pas forcément de délivrer aussi rapidement un impact fort pour les populations. Donc aujourd'hui, on pense qu'en plus de ces ingrédients donc, technologiques, il y a aussi de nouveaux business models qui ont émergé et qui, combinés avec ces nouvelles technologies, peuvent permettre une croissance assez forte et donc un impact plus rapide, si possible, pour ces populations. Ces modèles, ils sont principalement ce qu'on appelle as a service, c'est-à-dire que les gens ne vont plus acheter cash, par exemple, un solar home system, mais le payer petit à petit et peut-être même payer un service de maintenance. Même chose pour les entreprises, on les voit qui se tournent de plus en plus vers la self-generation, donc leur propre capacité de génération, un travail bien sûr sur les économies en termes d'efficacité d'énergie, et cette tendance-là commence déjà à grignoter un petit peu le marché des utilities traditionnels dans un certain nombre de pays, par exemple comme au Ghana ou dans d'autres régions. Et enfin, le troisième élément qu'on aime à pousser entre guillemets sur le marché, c'est un élément géographique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces ingrédients, on va dire technologiques et de business model qui fonctionnent dans des pays un peu plus émergés, comme on dit, comme le Kenya par exemple, comment est-ce qu'on les réplique ou est-ce qu'on les amène au Tchad, au Mali, au Congo démocratique et où d'autres pays où finalement le gap en termes d'accès à l'énergie et la convergence entre l'off-grid et le on-grid
sont encore plus intéressants. Donc, toujours en parlant des freins, et j'espère que vous pouvez toujours voir correctement les slides qui défilent sur l'écran. On rencontre plusieurs freins importants en fait dans le déploiement de ces fonds. Et aujourd'hui, c'est pas tellement le capital qui manque. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un manque de bons projets, de projets bancables, et qu'il faut énormément d'assistance, on va dire, ou une approche très hands-on, comme on dit en anglais, pour aider ces opérateurs à lever les barrières qui leur permettent de lever du financement institutionnel et aussi de le déployer avec succès. Et donc, tous ces ingrédients-là, on va dire qu'ils sont encore plus compliqués, tous ces freins sont encore plus compliqués dans des pays, on va dire, frontières, même en Afrique. C'est-à-dire, comme je mentionnais, il y a quelques pays émergés où finalement le système juridique, le nombre de projets, la qualité des acteurs et ou des talents présents permettent d'aller assez vite. Il y a des pays dans lesquels les cadres réglementaires sont plus naissants, la perception du risque est encore plus élevée et il y a effectivement parfois des risques sécuritaires qui sont avérés. Une chose, Ahmed, je ne sais pas si l'audience peut voir correctement les slides qui défilent, mais je l'espère. Et je les vois, donc il n'y a pas de raison. Donc, un des éléments qui résume un petit peu notre voyage, on va dire, sur les 10 dernières années, c'est comment en début 2010-2012, quand on regardait justement les premiers déploiements, notamment de concessions d'électrification rurale faits par l'ONE ou d'autres acteurs au Sénégal, on était plutôt dans un mindset où les petites solutions solaires décentralisées étaient vues comme une pré-électrification et finalement le réseau serait étendu et un réseau plutôt de type production thermique et centralisé. Je pense que 10 ans plus tard, ce qu'on a pu montrer, en ayant investi notamment dans plusieurs entreprises leaders du PS Hugo, c'est que ces entreprises pouvaient arriver à être profitables, collecter des millions de micro-paiements et donc agréger des revenus qui atteignent des centaines de millions de dollars aujourd'hui, voire des milliards de dollars sur l'Afrique, au niveau de toute l'industrie off-grid, et qu'on arrivait à revendre nos positions. Et aujourd'hui, la prochaine tendance qu'on commence à voir se dessiner, c'est davantage d'opérateurs locaux, donc africains, qui sont des opérateurs parfois un peu plus traditionnels, des PME qui ont déjà travaillé depuis 10-15 ans sur des problématiques d'efficacité énergétique, de solaire, d'électrification rurale, mais qui souhaitent s'emparer de ce qu'on appelle les ingrédients du Utility 2.0. Un des exemples qu'on a récemment, c'est notre investissement au Tchad, justement dans une ville qui va, dans une entreprise qui va rétrofiter 5 mini-grids qui sont actuellement alimentés par des générateurs en solutions solaires, et donc permettre à ces villes secondaires entre 30 000 à 70 000 habitants de passer directement à un réseau intelligent et propre. Cette entreprise fait du CNI à N'Djamena, fait de l'extension de réseau avec l'opérateur local et réfléchit à des modèles d'IPP. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est effectivement une énorme croissance dans ce segment dit off-grid, où finalement on ne dépend pas de processus de financement et ou politique trop longs. Donc, je vais aller rapidement sur les différents secteurs qu'on étudie aujourd'hui qui nous permettent de dépasser véritablement la simple génération et vente d'électricité. Aujourd'hui, on pense que comme nous, on a commencé finalement un peu dans le bac à sable de la préélectrification pour les populations les plus pauvres, on a in fine découvert des ingrédients qui peuvent être répliqués pour l'ensemble des acteurs, nous pensons, de la chaîne de valeur de l'électricité et l'ensemble des types de clientèle. Et ces ingrédients sont assez simples, ils sont basés sur l'usage et la valeur que les clients finaux peuvent donner à cette électricité. Pour donner un exemple, dans les villages où on a commencé avec du PS Hugo solaire, c'était principalement l'éclairage, puis la charge de portable qui était intéressante pour les populations. Mais derrière, c'était bien sûr la télévision, comme dans l'exemple du PERG, le froid avec les réfrigérateurs, puis la connectivité, le pompage solaire, etc., etc. Et les gens dépensaient déjà plus que personne d'autre sur la planète pour une énergie de très piètre qualité. Donc en réalité, ces clients sont de très bons clients sur le papier, dans le sens où ils dépensent des sommes énormes pour très peu de kilowattheures.
et ils sont prêts à payer même davantage que d'autres pour une qualité de service et finalement la possibilité d'avoir accès au service final. Et ils se moquent un peu plus finalement de comment l'électricité est générée, même s'il y a une plus en plus grande conscience des enjeux environnementaux. Et donc notre marché en fait ressemble un petit peu à cet iceberg qui est fait non seulement de la partie émergée, c'est-à-dire éclairage, activité productive en milieu rural, en milieu périurbain et urbain, mais on pense qu'il y a de nouveaux segments qui émergent, que ce soit pour la mobilité électrique, que ce soit pour le commercial, l'industriel en termes de facility management, donc comment rendre les bâtiments plus intelligents. Et ces petites opportunités qui à la base étaient perçues comme très risquées et pas forcément bancables se sont révélées être des marchés que l'on estime être aujourd'hui de plusieurs milliards de dollars, en tout cas sur l'Afrique. Donc les freins aujourd'hui qui sont réglementaires ou en termes de business model, on peut arriver à les lever petit à petit. Il faut le soutien bien sûr des autorités publiques, mais je pense que ce qui serait vraiment intéressant, c'est de voir comment avec le Maroc on peut répliquer, c'est une discussion qu'on a régulièrement avec Ahmed, ce dialogue public-privé qui a été, je pense, un des premiers succès en Afrique, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas tout simplement laisser le secteur privé entre guillemets seul, pour tout un tas de raisons, d'équité, d'universalité et bien sûr du rôle de l'État sur ces thématiques qui sont éminemment politiques. Comment est-ce qu'on amène des subventions pérennes à ce secteur, sachant que finalement on est un fonds qui à la base cherche à faire un retour financier tout en faisant du renouvelable, tout en allant voir des populations les plus pauvres et ceux dans des pays plus ou moins risqués. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de désalignement entre les montants de subventions qui sont toujours disponibles en termes de blended finance pour des gros IPP qui mettent beaucoup de temps ou parfois ne voient pas le jour, et en parallèle, une approche où on attend des impact investors qui délivrent un retour sur investissement plus un impact social. En 5 ans, on a réussi à toucher 22 millions de bénéficiaires avec le fonds EAV, toucher des thématiques très différentes, de l'accès à la connectivité, de l'accès à l'irrigation, au froid pour l'agriculture ou encore d'autres sujets. Mais aujourd'hui, on a encore du mal à convaincre les acteurs traditionnels du monde de l'infrastructure de venir acheter des participations, des parts dans les entreprises dans lesquelles on a investi. Et donc, on s'efforce d'amener en fait les preuves, les proof points que ces investisseurs souhaitent voir pour ensuite écrire de gros tickets, parce qu'on pense qu'il y a un énorme goulot d'étranglement entre les milliards de dollars disponibles quelque part dans un certain nombre de facilités d'institutions de développement public et le peu de nombre de projets qui voient le jour en Afrique. Donc je m'arrête ici et vraiment vous remercie Ahmed pour votre invitation. Merci beaucoup Emmanuel, c'est définitivement, je dirais, EAV Africa est la preuve vivante, je dirais, du fait qu'on peut faire autrement, du fait qu'en Afrique il faut faire autrement et que c'est possible, c'est très possible. Il y a une multitude, une très grande richesse de modèles et de niches de marché qui sont parfaitement adressables et il suffit de s'en donner la peine. Je pense qu'il y a une parfaite synergie entre des acteurs comme EAV Africa qui sont des acteurs privés et puis les institutions comme ISDB, la BAD, etc. Pour moi, les synergies sont évidentes, elles sont véritablement évidentes. Il faut simplement se mettre autour de la table pour construire un petit peu cette complémentarité. En tout cas, merci pour cette intervention très riche comme d'habitude. Et sans trop tarder, je souhaite donner la parole à Roberto, mon ami Roberto, qui a lui aussi des choses très intéressantes à partager avec nous. Après quoi, on engagera un petit débat. Mais en tout cas, Roberto, nous t'écoutons et merci pour ta présence. Beaucoup. Je crois qu'il y a aussi une vidéo qui est prévue avant ma présentation. Ok. J'espère que la régie va la mettre en... What do we think of when we say Africa? Today, the most reasonable answer would be growth. Africa is growing at an unrelenting speed in terms of demographics, economics, urbanization, and digitalization. And as any growth, Africa's development is coming with a huge potential for investments and a huge need for energy.
good news. The world's fastest growing continent is also one of the richest areas in terms of renewable energy potential. Wind, sun, water, geothermal. Wild forces of nature ready to be turned into energy. Pure, powerful, renewable energy. But nature won't turn into electricity all by itself. It needs technology, workforce, infrastructure, know-how, in one word, investments. Despite Africa's huge potential, only 2% of the world's added renewable energy capacity was installed here in the last decade. Why is it so hard to invest in renewable energy in Africa? Because it's not always a fertile land for private investments, with geopolitical and financial risks, insufficient support to investors throughout the project cycle. Learning how to deal with this background will unlock renewable energy investments at scale, providing Africa with the energy it needs. There are many existing European schemes supporting investments in Africa. Their impact is still low as they are marked by a high level of fragmentation. How can we stimulate investments in Africa when public money alone is not enough? By providing a new integrated program built on best practices and combining policies, regulations, financing, and de-risking, it will reduce fragmentation and create synergies among the existing instruments. Renew Africa. A powerful industry-backed initiative with the mission to scale up renewable energy in Africa, creating a comprehensive one-stop shop to enable and de-risk investments. The program will support investors and governments across all technologies, all sizes, including electrical grids, in most African countries, creating a pipeline of bankable projects. Unlocking renewable energy investments at scale is a unique opportunity for Africa to forward its green transition, leapfrogging polluting technologies. This is the challenge of the 21st century as a guarantee of energy security and geopolitical stability. With its European Green Deal and its strategy with Africa, Europe is ready to lead global climate action. Let's join our forces. This is the decade of action. The time to act is now. Presentation, I think that this video showed the effort that we are doing in the Rest for Africa to dialogue with Brussels, also with the African country. And today is the first time I'm presenting the Renew Africa initiative in Africa, in Morocco, because we do believe that private sector is ready to invest, but the perception of the risk in many of those countries is still to be solved. My talk in 10 minutes is about the risk in private investment for a sustainable future. And I will go through a few points. First of all, no need about the narrative of Africa, particularly number 3, the private sector has been called to take action. And I hear this being repeated everywhere. Sorry to be too short. Every day, but actually very little happened. The famous private-public partnership is just a slogan. It doesn't work very well when you go to Brussels and discuss the way forward. Then, of course, we do have at least 5 important factors, the one in blue, which encourages us to do that. But then there are also 5 in red, which are the obstacles about the perception of the investor. Let me say that the private sector today should have a more prominent role to play in the Africa power needs. In terms of generation, you see in the first blue arrow, there is a lot. In fact, on the right, you see the IPP model is now being widely accepted in the generation part. But if you talk about transmission and distribution as well, but in transmission particularly, is very limited. The monopolistic structure of those utility do not allow to private sector to come and co-invest there.
That's something that really we have to think about, because unless you produce renewable and transmission, you won't go very, very far from here. Next slide shows the map of the perception risk from the most important, let's say, we had about 200 people being interviewed, not only European, but also African. And you see that the map shows more or less in the color how it is, I mean, in the sub-Saharan Africa, of course, how it is perceived, the fact to invest there. And the instruments that exist, there are many, many instruments existing, particularly in Brussels or in the country. There are more 75 of them. You see only 35 are available in all African countries. 29 are technology neutral. And again, the limitation particularly is there on the guarantees and insurance. So I think we need to claim from the African side, but also from the European side, to change the attitude of development approach to Africa by being a peer review, a peer level of co-investor there. This is exactly the result. You see the project phase in the middle, and on the right, the instruments that should cover the phase. And in the drawings there, you see the small percentage, particularly the tender process and award, only 18% of the interviews feel that there is no risk there. So we need a new initiative, which actually we are launching today, but we already launched it with Mr. Timmermans a couple of weeks ago, to strengthen the commitment, improving the adequacy and predictability of policy and regulatory frameworks, building capacity as usual, etc., etc. So we are launching, and we want to make sure that in the next 7-year program, the Commission does address a new program for public-private partnership to reduce fragmentation and create a level playing field. Those are the characteristics, of course, of this instrument. Now, we, as a private sector, we launch an initiative called Renew Africa, but we want to be sure that it's the Commission who does the program. But we are pushing strongly, we're doing advocacy in Brussels, outreach in Africa to be sure that it is understood that only the ambition for investing in scale can be met. Otherwise, so you see now the new logo, Renew Africa, a comprehensive de-risking package to increase renewable investment in Africa, for Africa. I know people now are very distracted by the green hydrogen from Morocco to Europe, which is okay, but it's a choice by Morocco or by Libya or by Egypt. I don't want to see again a desert tech style. I think Africa will decide per se for Africa, for Africans within Africa, and not being told by somebody else to do things. So scaling up the topic, we have Renew Africa signatory. You see there are 26 of them from 9 countries. You see banks, Cassa Depositi, European Investment Bank, EDFI, FMO, etc., etc. You also see investors. You see EDF, Enel Green Power, EDP Renewables. You see manufacturer, Siemens Gamesa, Prysmian, Solar, etc., etc. It was launched last year. I can define an industry-backed initiative to advocate the creation of European comprehensive program to be promoted and owned by the institution. We are discussing this in Brussels, we're discussing this in Luxembourg with the European Bank. We still are not sure that this can be, because there is a kind of a silo thinking. Therefore, I believe in the past, the investment in energy in Africa were seen mostly in the DevCo approach, development, and not co-investor. So you see here that the characteristic of this program, which I think we should be include and deliver end-to-end support along the entire project life cycle on all technology, and particularly also on grids. Because again, as I said before, if you produce like happened in Lake Turkana, a wind farm, a powerful wind farm, and then took 4 years to be connected to the grid because there was no grid there, I think we should really do a complementary approach in doing renewable and there. So the structural program is here. We are talking about high-level dialogue with Africa and with Brussels. We also talk about capacity building, and we are already doing next 16th of December, next Wednesday, we're having a full webinar dedicated 4 hours on this topic. If you want to join, let me know.
We are preparing a package of technical assistance to support governments in preparing the tenders, and we are also preparing and supporting the European Investment Bank in the financial support. All this to create a pipeline of sustainable and bankable projects. We will contribute, of course, in the key future to share risk, to cover all technology and grid. I mean, scaling solar was good, but was only for solar in a few countries. It was not impactful, only a few hundred megawatts down. We need a much better speed, a much better acceleration. At the moment, we want to focus on utility scale project, but of course, once we start, we can also address what Emmanuel Bo says, the innovative business model, country comprehensive, and provide also support. I think that we want to insist until the Commission. Next week we also have the steering committee of this initiative, and we already made a short list of countries identified for the implementation. We want to test our concept in a few countries which we believe there will be more lessons learned. So we have to preach to this country to see if they are available to go ahead. I don't want to go in the names, but there are at least tier 1 countries, 6 to 10 countries who could be addressed. We also are doing a book on the catalog of technical assistance services so that we can provide the governments and the ministries with the sufficiently expertise from private sector. We also want to make sure that we support the Commission and the bank, European Bank, in a comprehensive financial instrument. Of course, are aware this is a very delicate issue because we cannot go until the end, otherwise there will be a conflict of interest. But we want to support the view of the private sector to the European Investment Bank, to the Commission. And of course, high-level policy dialogue and training capacity building. So, in a nutshell, we think that the added value is to mobilize private capital, promoting EU and African industry, and maximize the impact of existing instruments. We don't want to wipe out the existing way. We want to cluster them and to make the new program a very impactful one. So, an efficient, coherence, effectiveness, and relevance program for the future. To conclude, I think you just have one more slide. Well, we presented the initiative to the Executive Vice President, Frans Timmermans. You know, he's responsible of climate and also the Green Deal. And the answer was, well, you're fully aligned with the objective of the EU Green Deal and the strategy with Africa. And therefore, we are now working with the cabinet of the Mr. Timmermans, with the DG Energy, with DG DevCo, with DG Klima, and we hope to develop a common understanding of how we can contribute to the initiative, how we want to structure a governance model for Union Africa to make it compatible with the current and planned flagship program, and liaise with the EU External Service so that we go to the delegation of the European Union in the country to explain and to show the advantage. So I think I concluded by showing you this report. You can download this 171-page report by linking to this website, my website. There's no password, no registration. Just click, let me know. Because in the second chapter, we do deal with the de-risking instruments. In chapter 3 and 4, we go in details, in depth about Renew Africa. Thank you so much for your attention. I'm available for any question. Thank you. Merci beaucoup, Roberto. Thank you so much, Roberto. Just to say that I love your with Africa, by Africa, and for Africa, because it's well aligned with all current expectations in the continent. Je bascule en français parce qu'il faudrait que tout le monde, la majorité comprenne. Des questions ont été posées, je les ai relayées vers Monsieur Chouchou, vers Monsieur Soudani. Je vous invite à les regarder. Je vais vous interpeller là dans quelques secondes. Mais avant d'avancer plus loin, Roberto, la Commission européenne est une grosse machine, qui est compliquée, que nous connaissons bien, et qui fait de belles choses, mais elle reste complexe. Et donc, concrètement sur le terrain, comment ça va se traduire? Par exemple, une entreprise africaine qui a un projet ou qui peut déployer un projet qui est parfaitement aligné avec la politique ou avec la stratégie qui est annoncée, comment est-ce qu'elle procède concrètement? Comment est-ce qu'elle peut faire?
Thank you for this question. Merci. C'est la même chose que Scaling Solar. Chacun, n'importe de quelle nation, même chinois ou américain ou européen ou même africain, peut faire l'application pour adopter les paradigmes du Scaling Solar. Donc, c'est bien connu qu'en Zambia, en Éthiopie, en Sénégal, les Scaling Solar Project a eu un certain succès, mais pas d'impact. Because il a pris trop de temps, il a pris trop de détails. Quelquefois, ils sont manqués les conclusions. J'ai rappelé ce matin que l'Éthiopie avait adopté tous les paradigmes des Scaling Solar et tous les détails pour faire de la manière que les garanties est garantie par la Banque mondiale. Et après, à la fin de l'appel d'offres de 100 MW solaires, le gouvernement éthiopique a dit « Ah oui, j'accepte tous les détails, sauf que je ne garantis pas la conversion de la devise ». Donc, vous imaginez que ne payez pas en dollars, en euros, a découragé beaucoup de concurrents. Et la Banque mondiale a même retiré son garantie parce qu'il a dit, mais si vous acceptez toute la value chain, il faut que vous acceptez aussi que vous convertez la devise. Donc, pour dire, la Commission est en train de partager avec l'Africain. C'est dur, hein. Tous les summits ont été renvoyés parce qu'apparemment, vous vous rappelez bien, quand Madame Van der Leyen est venue en Afrique la première fois, il a parlé d'un comprehensive strategy for Africa. Et il doit changer immédiatement et comprehensive with Africa, not for Africa. Ça, c'est l'attitude non colonialiste un peu, mais c'est sans dire. Donc maintenant, les summits entre l'Union africaine et l'Union européenne étaient renvoyés à la moitié de l'année prochaine. Donc, je trouve que c'est difficile aussi parce que maintenant, la priorité, c'est la santé. Mais Building Back Better, the Green Deal is there. So let me say in English, we are pushing the Commission so that at one point we do a test in a 3-4 country using some money left over, particularly it's called EGRE program. So using a 11 million euro to be tested in some country to see if it works. And the rest for Africa and Renew Africa may be supporting that. Second, most important, we want to make sure that in the next 7-year program, the Commission finally leaves the attitude of development. I mean, still people in Brussels think that only by development aid. No. It must be a win-win, sharing competence, sharing manufacturing, sharing investors. I mean, in our foundation, we have now the Net Bank, one of the biggest banks in Africa, who will support me. Because it's about time to, but this is difficult, you said. The Commission is like an elephant, and the silo thinking is still there. So we are pushing from 2060, you see, European leader, private sector, to push, to accept that they have to open their mindset and accept to make a step change also in their thinking. We are pushing for that. Mr. Timmermans was positive. Other top level are also positive. Ahmed, you know, the middle management is resisting because they safeguard their role there. But I think we are pushing so to show that. But even African, once you set this the New Africa guarantee system, anybody, also the African company can apply. It's a guarantee that is seen like Scaling Solar, like other, get fit from the European Investment Bank, I hope. But we are working on that. Today is the first time I present in Africa. So thank you for the test. Je savais qu'il fallait te poser la question, Roberto, parce que c'est comme ça qu'on rentre dans le débat et surtout qu'on apprécie ton approche et ton implication à sa juste valeur et sa valeur, elle est là. Merci beaucoup pour ça. Je voudrais rebondir sur une question qui s'adresse aussi bien à la Banque africaine de développement qu'à la Banque islamique. Et la question a été reliée à nos deux intervenants, à savoir comment peuvent contribuer au dialogue ces deux institutions entre les anciens modèles, utility, IPP, etc., avec les nouveaux modèles de type énergie décentralisée, privée, le pay as you go, etc. Donc il y a effectivement différentes générations de modèles. Comment est-ce que aussi bien la Banque africaine de développement ou ASDB pourrait, je dirais, appréhender cette approche-là? On pourrait peut-être commencer avec Monsieur Schubschub si vous avez un élément de réponse à cette question. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Baoudi.
Bon, écoutez, on est une banque de développement, donc on suit les développements, que ce soit externe, que ce soit aussi interne, mais surtout le plus important, c'est de suivre le développement des marchés et aussi le développement des besoins des pays. Donc, certainement, tout projet où on est impliqué, on regarde pas uniquement la partie financière, mais aussi les options les plus propices pour le pays, que ce soit technologie, que ce soit mise en place, que ce soit développement, et ainsi de suite. Donc, on est impliqué dans tout presque le processus, à part aussi la partie financement. Donc, comme vous le savez, on n'est pas uniquement des financiers dans la Banque africaine de développement. On est des experts aussi, des experts techniques qui peuvent évaluer c'est quoi les opportunités pour chacun des pays, qui peuvent aussi, qu'on est en train de réaliser des études de marché pour voir c'est quoi les options. On est en train d'engager des experts internationaux qui sont experts dans la matière pour définir les opportunités, pour définir les options, certainement, comme vous le savez bien, pour évaluer les risques. Donc tout ça, on est en train d'évaluer et de proposer tout développement. On reste pas avec les anciens modèles, on reste avec les développements et surtout les besoins. Comme vous le savez bien, et la question, même la présentation que ça a été faite pour les pay as you go, calling as you go, lighting as you go, ça ce sont des modèles un peu plus, je dis, sophistiqués que nous supportons également. Bien sûr, en fonction, je reviens toujours, c'est qu'en fonction de besoins du pays. C'est pas tous les pays africains, comme ça a été mentionné auparavant, il y avait des pays qui sont un peu plus avancés, mais nous, on est là et on les assiste. On les assiste même sur la partie légale, sur les parties options, sur les parties priorité aussi des actions. On investit, ce qui répond peut-être un peu à la question qui ça a été posée totalement sur la question comment est-ce qu'on peut apporter comme subvention. Ben, toute subvention qu'on peut apporter, c'est en faisant les études nécessaires pour les pays et au nom de pays, mais parfois en les assistant à réaliser tout pour mieux comprendre c'est quoi la meilleure option ou c'est quoi le meilleur mécanisme, que ce soit technologie, à mettre en place qui répondent réellement aux besoins du pays. Donc, on est là pour les supporter et poursuivre aussi également tout développement nécessaire, que ce soit sur la partie contractuelle, que ce soit aussi sur la partie technique, parce qu'on suit également, comme vous le savez bien, on suit l'évolution technologique. Donc, on peut pas rester en arrière en restant avec les anciennes technologies ou plutôt les anciens modèles, que ce soit financement, que ce soit contractuel. Donc, on évolue et on propose tout ce qui est évolution, bien sûr, en considérant le facteur risque. Monsieur Chepchou. Merci. Effectivement, là, on se rejoint pleinement sur la nécessité de suivre la technologie et au niveau de votre institution, vous avez des départements dédiés à cela. Je trouve que c'est un point nécessaire et indispensable pour pouvoir continuer à trouver la meilleure adéquation entre le besoin sur le terrain et puis l'offre en matière de solutions et de financement. C'est vraiment nécessaire. Bon, Monsieur Soudani, vous avez peut-être en tout cas très certainement des éclairages à apporter par rapport à cette question-là, entre le rôle que la Banque islamique de développement pourrait jouer comme institution entre, disons, ces deux types de modèles. Oui. Le complément pouvait apporter. Oui, en fait, je voudrais tout d'abord en fait dire que je suis en phase et tout à fait d'accord avec Monsieur Chepchou lorsqu'il dit en fait nous sommes une banque de développement, mais en fait qui cherche pas seulement en fait qui n'est pas en fait formé seulement de financiers, mais en fait de techniciens de développement. En fait, notre métier en fait c'est d'accompagner nos pays en fait pour assurer leur développement. Et bien sûr, en fait, lorsqu'il y a une évolution au niveau du marché, nos équipes techniques, en fait, en fonction des besoins des uns et des autres, vont les accompagner. Bien sûr, en fait, il y a différents états de développement dans les différents pays et une technologie A est peut-être
valable pour un certain pays A, mais n'est pas valable pour un certain pays B. En fait, c'est pour ça, en fait, au niveau de la BID, en fait, on croit beaucoup, en fait, à la discussion, au dialogue, et en fait, et c'est l'esprit même, en fait, de cette coopération sud-sud, là où, en fait, on veut instaurer des dialogues, en fait, entre les différents pays, différents opérateurs de la région, en fait, notamment en Afrique, en fait, pour s'arrimer en fait à cette réflexion au niveau de l'énergie renouvelable, au niveau de l'efficacité énergétique en particulier, en fait, pour accompagner ce développement. Et à maintes reprises, en fait, au niveau grâce à notre programme de coopération technique au niveau de la banque, en fait, on accompagne ces différents opérateurs à initier, en fait, des ateliers de réflexion, de brainstorming, en fait, pour voir ce qui marche, ce qu'il faut encourager, ce qui est valable pour les différents pays et ce que on pourrait et quelle est la tendance. Bien entendu, en fait, on pense également, en fait, à ce parti de transposer certaines réussites dans certains pays pour d'autres pays et en fait à s'arrimer à certains success stories pour en fait et à certains opérateurs qui sont derrière ces success stories pour initier en fait un cadrage au niveau de certains pays et pour initier en fait ces discussions et en fait à travers même ce programme en fait on finance des ateliers de réflexion et en fait ça sera un plaisir en fait de faire partie de cette communauté de réflexion pour accompagner cette transition d'une ancienne technologie vers une nouvelle technologie bien sûr adaptée et nous croyons beaucoup à cet emmaillage entre le privé et le public bien entendu dans le service en fait du consommateur. Et là, lorsqu'on parle de consommateur, on parle pas de seulement la personne en termes d'énergie, la personne qui regarde la télé au niveau au niveau à la maison, mais en fait on pense ou juste l'éclairage au niveau de la rue, mais on pense beaucoup en fait aux écoles, aux hôpitaux et surtout aux activités génératrices de revenus. En fait, pour assurer le développement au niveau de l'Afrique, il faut ramener de l'énergie à bas prix et ramener assez d'énergie avec assez de force pour pouvoir créer en fait des activités génératrices de revenus. C'est seulement avec cette approche-là on va assurer une certaine pérennisation en fait du système et en fait on pourrait sortir en fait les villages au fin fond de certains pays en fait de la pauvreté non pas en finançant en fait à travers des dons mais surtout en fait d'une manière intelligente en finançant des idées et des solutions qui en fait assurent une certaine pérennisation en elle-même et un certain en fait et assure certaines ressources pour les individus et les activités et ramener de l'énergie à bas prix pour développer des activités génératrices de revenus et c'est un cheval de bataille de la vie. Merci. Eh ben, je vous remercie pour ces propos et bon, on partage, enfin, en tout cas, ça fait plaisir de voir que tout le monde partage à peu près des points de vue convergents. J'ai une question supplémentaire pour vous, Monsieur Souzani, que je vous ai transmise. Elle concerne les financements de start-up, c'est-à-dire comment est-ce que la Banque islamique de développement appréhende ou quelle est l'offre de la Banque islamique de développement pour des start-up en Afrique, typiquement. Sachant qu'on le sait tous que le problème majeur des startups, c'est le seed money. Donc, quelle est la position et l'approche de votre institution?
En fait, la Banque islamique de développement, en fait, c'est un groupe. La banque en tant que telle ne finance pas, en fait, les startups, mais en fait, on a une filiale qui s'appelle ICD, qui supporte, en fait, et finance le secteur privé. Et en fait, je sais qu'il finance directement les pépinières, en fait, pour pour développer en fait les startups. Donc bon, exactement, est-ce qu'ils financent directement les startups ou financent les pépinières qui eux financent les startups? Je suggère en fait et je conseille de prendre attache avec notre filiale ICD pour éclairer mieux sur ce point-là. Merci. Merci pour cette réponse très claire. Donc, la question que l'auteur de la question posée a sa réponse. Emmanuel, je voudrais te revenir vers toi sur un sujet, c'est le mécanisme de levier financier. Comment tu le vois? Parce que est-ce que tu considères que les institutionnels, un peu comme les deux grosses institutions qui sont présentes avec nous aujourd'hui, c'est pas joue le jeu, mais est-ce qu'elles ont en place les mécanismes nécessaires ou les mécanismes suffisants pour que justement leur financement fasse levier par rapport à un apport de financement privé? Et merci Ahmed de la question. Je pense qu'effectivement, il y a énormément d'instruments aujourd'hui qui existent déjà. Simplement, il y a parfois un problème d'alignement entre les cycles des projets et leur calendrier propre. Mais je pense qu'il n'y a pas encore suffisamment d'attention néanmoins sur les nouveaux segments qu'on mentionnait. Donc, il y a énormément de blended finance ou d'approches qui visent à permettre des extensions de réseau, des concessions d'électrification un petit peu classiques. Mais in fine, quand il s'agit du pay-as-you-go, par exemple, sur le solaire, ou d'autres actifs productifs notamment, comme pour le froid, pour la production agricole ou l'agriculture et l'irrigation, on a en réalité trop peu d'intérêt. Et donc je pense qu'il faut arriver à coordonner notamment avec la Banque africaine de développement et l'Union africaine une approche où on mobilise davantage plusieurs choses. Un, les ressources endogènes des États, parce qu'en tant que citoyen français, mais marianne sénégalaise vivant au Kenya, je pense que c'est important vraiment de mobiliser des investisseurs africains, donc du secteur privé africain, qui sont d'ailleurs les plus demandeurs en termes de retour sur investissement, mais aussi les États. Trouver des mécanismes de subvention à travers les classes de consommateurs, comme ça a été fait d'ailleurs au Maroc, justement, en permettant de collecter des ressources extra-budgétaires, on va dire, de façon durable. Et ensuite, voir comment on utilise au mieux les subventions qui notamment sont souvent issues de l'Union européenne ou d'autres organisations pour qu'elles jouent leur rôle de catalyseur, entre guillemets, un petit peu mieux. Donc, je pense qu'il y a un problème de coordination des interventions, de dialogue, de matchmaking en termes de niveau de maturité des projets et cycle de décaissement des grandes organisations qui pourraient être améliorés. Donc, je m'arrête là, Ahmed, mais je pense qu'il y a énormément de choses qui existent. C'est peut-être moins une question de créer davantage d'instruments, davantage de ressources. C'est vraiment une question de comment faire mieux avec les ressources existantes, de mon point de vue. Merci Emmanuel. J'aurais une question à Roberto par rapport à cette approche, cette dynamique, cette nouvelle logique que Energy for Africa engage. Quand est-ce que ça peut commencer? Quelles pourraient être les premières actions et qu'on pourrait accompagner concrètement? Thank you for this question. Now, we have the steering committee next week, and also we have this webinar on Wednesday, where for 3 or 4 hours, we will discuss with the European Investment Bank, with the Cassa Deposit. Now, we have been told to start the outreach to African countries, in the sense that we believe that a strong push from bottom up, from Africa to Brussels, could show the bureaucrats in Brussels
that the countries in Africa, after the few experiment with the solar, scaling solar or get fit, now they are ready at the peer level to invest together. That's the first thing. So outreach to Africa, and in fact, today, of course, is just my test, but next Wednesday, I will address 300 experts from African government, African regulatory, African ministry, African agency, to tell them what is our idea and see what happens. The second thing is to go back to the European Investment Bank and say, okay, you have some money left from the previous 7 years mandate, something like 12, 15 million euro. Why don't you use them to test the Union Africa concept, which is a European broad one-stop shop under the leadership of Brussels? Because this was the topic, Ahmed. They keep saying fake news, we want to take over. I said, look, the private sector doesn't want to take over because private sector, each company, EDF, Schneider, Siemens Gamesa, Enel, they want to run for getting the guarantee. They want to invest with their money. The fact the Commission, you see, Ahmed, still think that their money is so important. It's not important. It's important that the money of the Commission creates capacity building, creates a framework, and therefore the private sector will go there with their money, their own money, provided that the guarantee is there. So this is difficult to make them understand because it's a question of mindset. So first of all, outreach to Africa, and then thank you for, if you want, can help me through this partnership with today's conference. Second, go back to Brussels, ask for the money, and then again go to Africa to define 4 or 5 countries who may be willing to test. Of course, we also have some political pressure. Mazen and other have asked Roberto, why don't you think about Sahel? Now, Sahel countries are, of course, very important also for all kind of reasons, including the immigration to Europe. But from Sahel, if we do this Renew Africa test, you will not learn much, because I don't think in Burkina Faso or Chad can tell us a lot about grids, integrations. So I prefer, and I promise the African Development Bank, and I promise Zeruri from Mazen, that once we start the so-called test phase in Africa, we will make, in a year from now, a full information package for the Sahel country, so that to help them to raise awareness and be there. So it's not easy. Sometimes I feel it's crazy, but you know, the G20 next June will discuss also. We are proposing tomorrow morning to our Minister of Foreign Affairs, who is organizing a G20, that Africa becomes a priority, and that the risky investment in Africa is also there. So we are moving on several, frames, African governments, African institutions. UNECA is also helping us a lot, because UNECA is very strong, and Vera Song is strongly supporting us. UNECA Askme was a founder of this idea. And then we work in Brussels to make sure that they at least accept the testing phase. And then, who knows, somebody in Brussels should top down say, okay, we understand the lesson. We have to do something very ambitious, like a Marshall Plan, like going to for Africa, and not only giving fragmented little piece of information, little piece of money to the African to survive. So I think the ambition is very high, and thank you for the question. I'll let you know soon. By the way, next Wednesday, I send you an invitation to attend this very informative webinar. And I will attend for sure. It's very interesting. Thank you for all these comments. But sincerely, one additional question, if you allow me. I am an African company, and I would like to I can develop a concrete project in mobility, in waste to energy, in solar, and typically, is this African company will benefit from this European logic, or it's necessarily associated to a European company? How it will work? I think that, well, we have to see what the Commission says, but you know, let me just, I will answer in a moment. You know, still in Brussels, Ahmed, if you present they talk a lot about helping or supporting the African youth and local work. Now, in this moment, Ahmed, if you present a project in Brussels for Africa, which has more than 20% local content,
They don't accept it because this is the old thinking to protect Europe. So this is again, they accept it. They're so stupid. Because if you want to increase the wealth and the growth of Africa, you need to break this barrier. But in theory, still now 20% maximum local content. You see, it doesn't work. So we are asking them to change completely their mindset. Now, anybody could. I think that as if scaling solar is paid by the World Bank, the World Bank accept any company from any place, from Africa, from Russia, if they want to go and adopt the scaling solar principle, meaning the whole value chain from definition to the preparation of the tender, the bidding, the awarding, the operation. If they want to go to apply for this one, in fact, the scaling solar in Ethiopia was won by Aqua Power, which is a Arab Chinese company, using the World Bank support, because all the other retired their support because they didn't see much value in not having the conversion of the currency. So we do believe that these instruments should be guaranteed from the Europe, but will be allowed to any company, even an African company. If it is also true for Arab Chinese company like Aqua Power, should be good for El Sewedi or for any company in Morocco or any company there. But if you help me, we will make sure that they understand it's a problem of culture, mindset. It's not a problem of technicality. I will help you. Merci beaucoup pour ce que tu fais et pour les actions que tu mènes de longue date. Vraiment, en tant que pionnier, Roberto, vraiment, c'est remarquable. Je tiens à le souligner et heureusement que tu es là et qu'il y a des gens comme toi qui font bouger les lignes, comme on dit. C'est extrêmement important. Je n'ai pas d'autres réactions du public par rapport à ce panel. Avant de faire un dernier tour de table pour clôturer, je voudrais juste répondre à une question, juste une remarque, c'est même pas une question qui a été faite, qui est exprimée, à savoir que je vous le lis, il est urgent que la SIE s'attaque au problème du développement de l'éclairage public des grandes villes marocaines et de 4 Tanger avec des lampes qui ont encore des lampes au sodium ou des lampadaires pas toujours adaptés. Écoutez, ce sera avec plaisir. Nous, l'approche, c'est pas un problème de volonté côté SIE, très certain, vous vous en doutez. Notre modèle est très simple. On voudrait engager un modèle qui n'implique pas l'argent public, un peu exactement à l'image de ce qu'on a fait à Marrakech. Marrakech n'a pas déboursé 1 centime pour son éclairage public, c'est 100% financé par le privé. Et on a dépassé les 70% d'économie, par exemple, dans l'ancienne ville de Marrakech. Je trouve ça très bien, avec création de plus de 200 emplois, etc. Enfin, il y a pas mal de vraiment de superbes résultats. Et ça, c'est bien évidemment à la disposition de toutes les villes du royaume. Donc, je vais faire un dernier tour de table. Monsieur Chebchoub, le mot de la fin, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur Baroudi. Je vous remercie infiniment pour cette invitation. Et je voulais juste réitérer mon message, c'est que l'implication du gouvernement est assez importante dans le marché de l'efficacité énergétique et que le problème, c'est pas uniquement un problème de financement, mais plutôt problème de développement des projets et des pipelines et d'avoir, disons, un environnement propice pour ce développement-là. Et nous, à la Banque africaine de développement, on est là, présent, à l'écoute de tous les pays pour les supporter dans tous les besoins techniques et financiers. Donc, c'est le dernier message que je voulais apporter à mon intervention aujourd'hui. Merci. Merci infiniment, Monsieur Chebchoub. Monsieur Soudani, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la fin, s'il vous plaît? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour ça. C'est très intéressant comme débat. En fait, en tant que Banque islamique de développement, nous croyons beaucoup à l'énergie renouvelable, à l'efficacité énergétique. Ce sont des éléments très, très importants. Le partenariat public-privé est capital. Nous croyons que l'institutionnel doit être utilisé comme levier, en fait, pour développer, mais en fait, le privé doit être là pour gagner de l'argent, mais aussi pour soutenir ce développement-là, énergétique.
Surtout, on est dans un contexte où l'argent public est très rare. Et finalement, en fait, la coopération sud-sud est très importante. Et nous, en tant que Banque islamique de développement, à travers notre approche de reverse link, ce mécanisme de coopération sud-sud, nous voudrions en fait appuyer le transfert d'expertise d'un pays à un autre, d'un opérateur à un autre, tout en capitalisant sur le succès existant dans certaines régions au niveau de l'Afrique, avec en fait le développement de solutions adaptées au contexte local. Merci beaucoup. Infiniment aussi, Soudani, vraiment, je vous remercie pour votre intervention, pour votre disponibilité à être présent avec nous aujourd'hui, et j'en mesure combien en tout cas que je salue l'effort, très très humblement. Je passe à Emmanuel Beau qui, je pense, a des choses, à quelques mots, un mot de la fin à prononcer. Ma certitude étant que le fonds d'investissement Wave Africa, qui est un fonds d'investissement privé présidé par Emmanuel, associé avec pas que lui, mais en tout cas lui particulièrement associé avec des institutions comme la Banque islamique de développement et comme la Banque africaine de développement. Beaucoup de choses peuvent être faites, notamment sur la consolidation de pipelines bancaires, des choses comme ça, selon des modèles innovants, très très spécifiques et bien mappés sur la réalité du terrain. Emmanuel, à toi de commenter et de terminer avec un mot de la fin. Ahmed, et encore vraiment merci au Royaume du Maroc et à tous les participants pour cet événement. Merci aussi à Monsef et merci à Jalel pour leurs inputs. Non, du côté de AV, écoutez, on reste très humble et on est à la disposition, on va dire, d'institutions comme l'Union européenne, puisqu'on a beaucoup travaillé avec eux, les DFIs européennes, mais vraiment, on espère de plus en plus avec les institutions, on va dire bancaires, des choses comme ça, selon des modèles innovants, très très spécifiques et bien mappés sur la réalité du terrain. Emmanuel, à toi. J'espère que vous m'entendez correctement. Donc merci encore et on espère pouvoir lever un second fonds dans lequel la Banque africaine de développement et bien sûr la Banque islamique de développement sont les bienvenus. Et d'ailleurs, on est preneur des bons contacts, mais déjà en discussion avancée avec la Banque africaine de développement au niveau du secteur privé. Et enfin, on essaye de voir comment est-ce qu'on va pouvoir consolider ces actifs de manière à ce qu'ils restent d'une manière contrôlée par des acteurs africains, par des acteurs qui ont à cœur le développement de l'Afrique. Et donc, même dans nos stratégies de sortie et de revente du portefeuille, on a vraiment à cœur de non seulement travailler avec des institutions comme Enel, Siemens, Schneider Electric, Engie, EDF et le reste, mais vraiment comment créer des utilities locales qui vont pouvoir lever de l'argent, pourquoi pas, sur les bourses régionales locales et ou lever de l'argent auprès d'institutions financières africaines. Donc, merci encore pour l'opportunité et on espère avoir l'occasion de travailler de façon plus concrète dans les 10 prochaines années avec les acteurs marocains. Et je pense qu'on a énormément de choses sur lesquelles suivre, Ahmed, notamment avec Mazen peut-être ou l'ONE en termes de prise de participation en Afrique. Mais on espère avoir dérisqué suffisamment ce pipeline pour voir de gros chèques venir dans les 5 prochaines années. Merci encore. Merci à toi, Emmanuel. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Je connais la valeur du travail et la qualité du travail que vous déployez. Vous êtes une magnifique équipe, ça c'est très clair. Roberto, je t'ai gardé pour la fin, comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Tu as les paroles de. So much. Thank you, Ahmed. Première chose à dire que je vais en public, je vais dire que je vais faire la courte à notre ami Manuel, parce que je voudrais partager avec Manuel notre effort. Et en fait, dès qu'il a mentionné Schneider Electric, Schneider est un membre très puissant. Donc, je vais demander à Manuel après en public de devenir membre de notre fondation pour partager l'innovation qu'il y a là. Mais après ça, je dis simplement une chose. L'Afrique a besoin de vraiment avoir le courage de faire des choses. Parce que autrement, j'écoute beaucoup de webinaires, non? Et tout le monde, soit au niveau Bruxelles, soit au niveau africain,
il parle toujours, private sector, investment, pas dialogue, mais action, c'est ça. Mais vraiment, c'est très triste de voir que rien passe, parce que le potentiel de les renouvelables en Afrique est là, building back better, post-COVID strategy, they have to be realized. Je dis que si la politique même africaine avec l'African Union Commission, they have a target 2063, this means they have no target. I mean, how can you have a target in 2063? I mean, I will be there still pushing with my passion, but we need to make a fact-checking of the ambition that the African government, the African people want to be there. And unless you insist for having a blend of African and European and international private sector pushing things, nothing will happen. So I tell you, Ahmed, I will keep my passion, which is for free. You know, also I don't have anything to lose. I've done my career, so I'm very weak, that's why I'm very strong. And I guide these 26 giants in energy because we can make it happen. But I think I need the support of Morocco, the support of Masri, the support of CIE, the support of the banks. And we are going to now to outreach to the African country and keep you posted through our stakeholder brief so you can really envisage how we can put together our brains, our passion, and convince the institution to really make it happen and not just saying webinar, blah, 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 make things happen. So I will be pushing until I can with my wonderful team. I have 25 young people. Some of them are 50 years younger than me. I say, respect your grandfather, but I think we will make it happen. So thank you so much, Ahmed. Again, merci au Maroc, merci à les collègues. Et merci pour l'opportunité de lancer l'Union Africa en Afrique pour la première fois. Infiniment, merci beaucoup Roberto pour ces propos et vraiment parce que c'est magnifique. Je sais que tu as une équipe de jeunes autour de toi très dynamique, mais vraiment très dynamique, et pour en avoir croisé un certain nombre. Donc franchement, bravo. Il faut surtout pas changer. Pour les mises en contact, vous pouvez soit passer par moi, soit passer par l'organisation. Il n'y a aucun problème pour mettre en place les contacts entre vous. C'est vraiment avec grand plaisir et il ne me reste plus qu'à vous remercier tous autant que vous êtes les participants, l'organisation, les intervenants. Encore un grand merci à vous et pour ce panel, pour ce débat, cet échange. Et en tout cas, je vous dis à bientôt et très très bonne soirée à tout le monde. Voilà. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Ciao.